Bonjour à tous et à toutes et merci de votre fidélité à Authentique TV, la chaîne qui met en lumière les talents, les initiatives créatives et les acteurs qui font rayonner le patrimoine africain. Bienvenue dans Creative Africa, votre rendez-vous dédié aux femmes et aux hommes qui à travers leur art, leur savoir-faire et leur engagement, participent à la préservation et à la promotion de notre identité culturelle. Notre invitée est conteuse, percussionniste, photographe, comédienne et créatrice culturelle et elle place le patrimoine africain au cœur de chacune de ses créations. C'est avec un immense plaisir que nous recevons sur le plateau de Creative Africa, Madame Marguerite Coty. Bonjour Madame Marguerite Coty. Bienvenue dans Creative Africa. Vous êtes conteuse, percussionniste, photographe. Qui est véritablement Marguerite Coty? Bon, Marguerite Coty, c'est une journaliste passionnée de l'art, photographe, créatrice sonore et percussionniste en devenir. Je suis en train de me former au rythme. Je joue le gong, le cascaët, je joue du zéli, du gangan, du albadja. Donc, je me forme au rythme traditionnel à jouer. Et puis, je suis une apprenante qui apprend chaque jour pour pouvoir valoriser notre patrimoine culturel, pouvoir montrer au monde entier nos valeurs, tout ce que nous avons chez nous. Parce que je crois en l'avenir de cette culture. Ok, merci beaucoup à vous, Madame. Vous êtes originaire de Miliki et dans la commune de Tassa, une terre riche en traditions et tout le reste. Quels souvenirs de votre enfance nourrissent aujourd'hui votre inspiration artistique? Bon, comme souvenir, je peux dire, lorsque j'étais petite, moi, j'ai vécu dans une famille où mon père, lorsqu'il rentre les soirs, il nous amène peut-être du pain, bien quelque chose. Et quand on finit de manger, quand on finit d'apprendre, il nous appelle. Et puis, il nous raconte des histoires. Et quand toi, tu t'assieds et puis tu écoutes l'histoire jusqu'à la fin, tu as un cadeau. Et là, on s'assoit, on racontait des histoires. Mon père, il s'appelle Koti Aoudé. Et c'est lui qui m'a initié au conte dès le bas âge. Aujourd'hui, maintenant, ces contes qu'il m'avait racontés dans le passé, j'ai même transcrit un conte, je l'ai traduit en français parce qu'il me l'a raconté dans ma langue, Ifé. Et je l'ai traduit en français, je l'ai transcrit et ce texte est chez Lara actuellement qu'ils vont éditer. Le livre va s'appeler Bamile et Jimon. Il me l'a raconté, le titre c'était Fabamile et Jimon. Moi, j'ai travaillé sur ça et c'est devenu Bamile et Jimon. Je remercie également ma maman parce que elle chantait des chansons dans notre langue et puis il y a de ces chansons que je t'intègre dans mes contes aujourd'hui lorsque je veux raconter dans ma langue ou bien même en français, il y a des chansons que je prends dans ma langue et que j'intègre à mon conte. Je remercie également Adjoué parce que c'est eux qui m'ont donné le biberon du conte. Je remercie beaucoup M. Fidel Agator qui m'a initié. Ok. Donnez un peu plus d'explications sur le titre du livre là. Voilà, ça veut dire quoi, Bambi? Bon, ce sont des jumeaux. Les noms des jumeaux, c'est pas forcément comme ici où on peut dire Marielle, Mariette, mais les noms des significations. Donc quand on prend Bambi et Dimon, ce sont des jumeaux qui ont vécu avec uniquement le père, parce que le père a rempli l'âme de jour même où il naissait. Et ces enfants ont traversé des péripéties et ils ont appris des leçons dans la vie. Et puis mon histoire, vous allez le découvrir à la sortie. D'accord, alors, et le thème de notre émission est de l'ancêtre podcast, le renouveau du conte africain. Selon vous, le conte africain est-il en train de connaître une nouvelle jeunesse? Oui, oui. Puisque moi, par exemple, je suis jeune.
Normalement, les jeunes, quand tu leur parles de contes, bon, eux, ils s'en foutent, hein, ils disent c'est de l'histoire ancienne. Mais aujourd'hui, moi, je fais du conte, je raconte. Et à Djoubé, il y a beaucoup d'enfants qui apprennent de contes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour apprendre, ils viennent d'eux-mêmes. Et puis, le conte à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers les podcasts, les vidéos, les jeunes prennent goût, voilà, au conte. Parce que des créateurs comme bon, ceux qui font le conte, ils mettent des contenus adaptés aux réalités actuelles et cela attire les jeunes, ça suscite de l'intérêt chez eux. Et donc, ça intéresse les jeunes, ça les pousser à s'intéresser vraiment. Apprendre. D'accord, ok. Pendant longtemps, les contes étaient racontés sous l'arbre à palabres ou autour du feu. Aujourd'hui, ils arrivent sur des plateformes numériques. Comment réussir cette transition sans perdre leur authenticité? Moi, c'est il faut d'abord garder la foi parce que il y a des outils qui permettent aujourd'hui de transformer totalement la foi. Et là, c'est pas, ça garde l'authenticité de la chose. Il faut maintenir le foi, il faut maintenir le rythme, insérer des proverbes. C'est-à-dire, il faut modifier, il faut adapter aux réalités culturelles, mais ne pas effacer. Ne pas effacer. Il faut tenir compte des valeurs du conte, des valeurs de ce que transmet les contes. Donc, moi, nous pouvons toujours moderniser le conte tout en gardant les valeurs du récit. D'accord. Ça dit que les autotunes qu'on utilise souvent au studio, tout ça, sont là pour être évités ou... Non, pas les éviter, mais modérer. D'accord. Ne pas effacer totalement l'authenticité. D'accord. Ok, merci beaucoup à vous, Madame Koti. Vous avez choisi de vous former à la création sonore et au podcast. Pourquoi ce choix et quelles opportunités ces jeunes formats offrent-ils au patrimoine africain? Les podcasts permettent de maintenir, de garder sur de longs thèmes les contes, les récits. Parce que aujourd'hui, raconter seulement comme ça, je vous raconte les. Demain, vous pouvez oublier. Mais les podcasts permettent d'archiver. Ça permet de laisser des traces. Laisser des traces. Et de génération en génération, ils verront ces contes-là, ils verront ce qui s'est passé. Dans le passé, ils verront et les histoires et tout ce qui nous a été transmis par nos aînés. Nous devons les héritages. Les opportunités. Ça crée des emplois comme la production, les montages, l'ingénierie sonore, donc beaucoup d'emplois. Donc, je crois que la création sonore, ça apporte beaucoup, ça importe beaucoup pour aujourd'hui, pour les réalités de nos jours. Le conte est souvent considéré comme un simple divertissement. Pourtant, il véhicule des enseignements profonds. Quelle est, selon vous, sa véritable mission dans nos sociétés? Le conte n'est pas qu'un divertissement. Le conte, ça transmet des valeurs, ça éduque, ça donne des éducations aux enfants, ça donne des leçons de morale que ces enfants vont appliquer dans la vie. Ça permet de se reconnecter à nos valeurs, à notre identité. Le conte, c'est les histoires, nos langues. Ça permet aux enfants, même si tu n'as pas vécu au village, même si tu as vécu à Cotonou, si tu écoutes du conte, ça te reconnaît à ton identité. Je pense que le conte, c'est très, 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 très important pour nous enfants aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus, les grands-parents sont au village, les enfants sont à Cotonou, et puis on n'a plus. On est totalement déconnecté. On est totalement déconnecté, et puis c'est le monde, c'est la modernité, et le conte, ça nous ramène à notre identité. D'accord. Ok, vous pratiquez également des percussions traditionnelles. Quelle place occupe le rythme, la musique et les instruments ancestraux dans votre spectacle de conte? Les percussions, la musique,
ça participe beaucoup au spectacle parce que d'abord, la musique, ça rythme la parole. Il ne suffit pas de raconter pendant des heures, des heures. D'abord, les gens sont embrouillés, ils sont ennuyés. Donc, le conte, ça vient ponctuer, ça vient réveiller, ça vient pour redonner vie à l'histoire. Tu racontes, pendant un moment, tu mets un chant, même celui qui dormait, il va se réveiller parce qu'il a entendu un chant ou bien un conte qui a résonné. Donc, c'est très, 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 très important pour nos conteurs. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit conte là? Ẹ̀gbà mi o, ọ̀run mi là, ẹ̀gbà mi o, ẹ̀gbà mi o, ọ̀run mi là, ẹ̀gbà mi o, ẹ̀mí títí mẹ́wàá o, ọ̀run mi là, ẹ̀gbà mi o, ẹ̀wá o, ẹ̀wá o, ọ̀run mi là, ẹ̀gbà mi o. Je suis Adjoa, native des entrailles des collines. Je suis née chrétienne et suis fervente et pratiquante. Il y a quelques jours, j'ai été plongée dans l'univers d'une science fabuleuse que jadis je diabolisais. C'est une science ancestrale qui est l'apanage du peuple Yoruba et qui nous vient de l'Égypte ancienne au moins 4000 ans avant l'ère commune qu'on appelle ère chrétienne. Donc, 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est 4600 ans avant Mahomet. Vous l'aurez deviné, c'est le IFA. Et voilà la définition qu'en fait le petit poète LPP dont j'aime et valide le travail. Tenant d'une écriture hexadécimale binaire, structurant une sagesse prévenante et sanitaire qui recèle une éthique de compassion solidaire, le système IFA est une véritable science millénaire et un outil de développement humain et communautaire qui guide l'homme pour accomplir sa mission sur Terre. Merci. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup, merci. Votre devise est l'art est le pont entre nos ancêtres et nos enfants. Que signifie concrètement cette phrase dans votre démarche artistique? L'art est le pont entre l'art est le pont entre nos ancêtres et nos enfants. Pour moi, l'art, ça permet à nos enfants de se reconnecter à l'histoire, de se reconnecter à l'identité, de se reconnecter à nos valeurs, de se reconnecter à nos langues. Parce qu'à travers les contes, il y a des messages qui sont véhiculés. Et même si ton grand-père, ta grand-mère n'est pas présent, et ces histoires qu'ils ont racontées dans le passé, c'est comme s'ils sont là, ils sont en train de te transmettre des valeurs. C'est comme si ils sont présents là. Ils ne sont pas là, mais ils sont là à travers ces histoires-là. Donc, le conte, ça nous reconnaît à nos grands-parents, à nos aïeux. D'accord, merci beaucoup à vous, Madame Marguerite. Et le projet Conteuse en création, voilà, Conteuse en création reflète votre vision culturelle. Quels sont ces objectifs et quelles actions menez-vous à travers cette initiative? Le projet Conteuse en création, je suis une bénéficiaire du projet. Et le Conteuse en création, c'est un projet qui valorise la femme, qui reconnaît la place de la femme dans nos récits. Parce que le projet, ça nous a permis de nous affiner dans la société. Parce qu'aujourd'hui, en matière de conte, il n'y a pas concrètement de femmes qui le font. Genre, des femmes qui font uniquement le conte, il n'y en a pas assez. Et ce projet, ça nous a permis à entrer dans le secteur, à entrer dans le conte réellement, dans le monde professionnel du conte. Parce que moi, bon, je faisais du conte, mais je faisais, bon, j'apprenais, et puis c'était pas professionnel. Voilà. Et aussi, je ne m'étais pas engagée uniquement sur ça, je faisais d'autres choses. Mais aujourd'hui, ce projet, ça m'a permis à acquérir de l'expérience, d'abord en marketing culturel et entrepreneurial. Ça m'a permis beaucoup de choses à travers des formations, à travers des rencontres avec des aînés comme Emma Spaghetti,
et Madame Adélaïde Fassimon. Il y a eu des élèves qui sont venus, ils ont partagé des expériences avec nous. Alors, donc, ce projet m'a beaucoup, m'a fait grandir. Voilà, m'a fait grandir. D'accord. Les jeunes africains consomment aujourd'hui principalement des contenus sur TikTok, YouTube ou Spotify. Et comment faire du compte un contenu attractif, pardon, pour cette génération? Donc, pour moi, d'abord, je crois que les contenus doivent être courts. Parce que si tu fais de longs contenus, là, ils ne vont pas regarder, ils vont laisser. Ça les ennuie, en fait. Donc, je proposerais de faire des contenus qui sont courts, mais qui sont vraiment attractifs, qui sont vraiment impressionnants, qui parlent de quelque chose de concret, qui parlent de nos réalités culturelles, nos réalités, nos enjeux contemporains actuels. Parce que ça les attire beaucoup plus. Et aussi, je crois qu'il faut souvent se mettre en contact avec les créateurs de contenu influents. Voilà, histoire d'avoir une publicité et tout le reste. D'accord. Pensez-vous que le conte africain puisse devenir une véritable industrie culturelle créatrice d'emplois et de richesses? Si on y met des moyens, parce qu'il faudrait qu'à la base, les communautés communales aient déjà leur commune, accompagnent ceux-là qui travaillent dans le domaine du patrimoine oral. Il faudrait également que l'État mette en place des moyens pour accompagner les centres culturels, les espaces culturels qui travaillent sur le patrimoine oral. Ok, d'accord. Je sais que vous venez de lancer un petit message à l'endroit des opérateurs, de nos acteurs dans le domaine culturel et tout le reste. Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter aux membres du gouvernement de notre, notre pays? Comment est-ce qu'ils peuvent vous accompagner concrètement? Ce qui nous accompagner, c'est de lancer par exemple des opportunités, de projets, de lancer des par exemple, comme les projets des classes culturelles qui accompagnent dans les secteurs de la danse, le secteur du théâtre. Pourquoi pas le conte? On peut intégrer, on peut lancer, prendre également le conte comme une discipline qu'on peut faire dans les classes culturelles. L'État peut lancer des projets, des sortes de projets à quels on peut postuler. Donc, je demande vraiment à l'État d'accompagner parce que notre patrimoine oral est vraiment riche. Alors, si on laisse ça, ça va partir. Ça va partir parce que les réseaux sociaux, le monde actuel, tout est en train de partir. Et puis, il faudrait qu'on redonne vie. D'accord. Merci beaucoup. Et en tant que femme évoluant dans le secteur culturel, et quels obstacles avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Les obstacles, c'est d'abord compliqué d'être femme et d'être dans ce secteur parce que faut d'abord s'occuper, faire parler de ménage, des travaux ménagers à la maison. Après, si tu as un enfant, tu t'occupes de ton enfant. Si tu as un mari, tu dois t'occuper de lui. Donc, faire tout ça là, maintenant, venir maintenant, et que tu veux apprendre, avoir le temps pour pouvoir travailler sur tes comptes, là, c'est déjà compliqué. Maintenant, dans le monde professionnel, souvent on minimise les femmes. Une femme doit prouver 2 fois plus qu'un homme pour pouvoir mériter sa place souvent dans le secteur. Aujourd'hui, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur votre patrimoine oral africain? Avant, quand on a un peu de temps, on passe du temps avec les parents et c'est là qu'on raconte des histoires. C'est là qu'on prend des informations, c'est là qu'on tire les leçons. Mais aujourd'hui, maintenant, l'enfant est tout le temps sur le téléphone 24 heures sur 24. Donc, c'est une menace d'abord pour ça. Et il y a le fait que les contenus ne sont pas enregistrés. Les contenus ne sont pas sauvegardés. Et c'est en ça que les podcasts interviennent. Les podcasts de logement permettent à ce que ces contenus-là restent et soient transmis de génération en génération. Et quel rôle les écoles, les familles, les médias et les pouvoirs publics devraient-ils jouer
dans la sauvegarde et la promotion du conte africain? Les écoles. D'abord, moi, je crois qu'on doit intégrer le conte dans les programmes scolaires. C'est très, très important. Il faut intégrer le conte dans les programmes. Comme on fait ES civisme, ES morale, il faudrait qu'il y ait le conte également, qu'il soit une discipline à part entière. Dans les familles, je vais demander aux parents de prendre du temps pour leurs enfants. Le temps ne suffit pas de dire boulot, boulot, et puis on rentre fatigué. Il faut prendre du temps avec les enfants. Il faut prendre du temps, parler avec les enfants, leur enseigner des leçons de morale à travers des contes. Même si c'est 30 minutes par semaine, c'est déjà suffisant. Il faudrait aussi que nos parents insistent sur nos langues maternelles. Chez nous, à la maison, on ne parle pas le français. Le papa, il insiste beaucoup sur ça. Dans la chambre, tu ne parles pas le français, tu parles uniquement la langue maternelle. Mais quand tu sors, tu peux parler le français. Donc c'est très très important parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants, tu leur parles le fond. Comment ne comprend rien, il dit qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et là, c'est pas plutôt bien. Donc j'insiste sur ça. Les parents doivent insister sur le fait que les enfants apprennent à maîtriser leur langue. Moi, aujourd'hui, j'utilise ma langue dans mes comptes. Lorsque je fais un compte et puis je m'embrouille là, je mets ma langue dedans seulement. La personne ne comprend pas. Et ça m'aide beaucoup. Il y a des chansons que je maîtrise dans ma langue et ça donne vie à mes comptes. Les médias, je crois qu'il faut plus véhiculer des informations sur le patrimoine oral. Il faut plus créer de contenu sur le patrimoine oral. Il faut valoriser les jeunes artistes conteurs. Il faut valoriser les espaces culturels. D'accord. Ok, parlons de scène, parce que vous avez dit tout à l'heure que quand vous vous perdez en chemin sur scène, vous introduisez rapidement votre langue pour pouvoir vous retrouver. Et quelle a été la dernière fois que vous vous êtes planté sur scène et comment avez-vous géré cette frustration-là? Pour la dernière représentation du spectacle, la Calebasse se plantait. Parce que le jour-là, il y avait deux de nos conseillers qui étaient absentes. Non, elles étaient occupées. Donc, on devrait jouer leur rôle en fait. Et moi, comme c'est à la dernière minute, ouais, c'est vrai, on a appris, mais on a oublié. J'ai oublié. Et puis, c'était précipité. Voilà. D'accord. J'ai appris. Mais si scène sur place, j'ai commencé à un niveau donné, j'ai oublié. J'ai mis ma langue dedans seulement. Et comme les autres ne comprennent pas, peut-être qu'il y aura des gens qui comprennent ma langue dans le public, mais pas assez. Donc, moi, j'ai juste mis ma langue. D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et quels sont vos projets pour les prochaines années? Peut-on s'attendre à des podcasts et des spectacles ou des collaborations internationales? Oui, comme projet, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. D'abord, actuellement, je suis en train d'écrire un projet qui s'appelle Alumna. C'est un projet qui parle de nos tresses africaines. Et puis, dans mon projet, c'est que on va travailler, on va les apprendre à faire ces tresses-là, mais aussi à raconter les histoires derrière ces tresses. Quand on prend par exemple tresse, comment on appelle, active, Ça raconte une ça histoire. raconte une histoire. Donc, mon projet, c'est de les apprendre à faire ces tresses-là, mais de raconter également l'histoire derrière ces tresses. Donc, à la fin du projet, nous allons organiser un spectacle de conte qui va raconter, ils vont défiler. Lorsque chaque presse défile, on raconte l'histoire derrière Cette tresse. Mais est-ce que vous pouvez nous prendre une petite tresse et nous dire un peu ce qu'il y a derrière? Non, non, Pas possible. D'accord. Donc, je crois bien que l'État va nous soutenir. Je crois bien que les institutions publiques vont nous soutenir. Je n'ai pas encore fini de l'écrire, je suis en train de l'écrire. Comme projet également, je suis en train d'écrire des œuvres que je vais sortir d'ici peu. Je demande l'assistance, je demande l'aide des maisons d'édition qui vont m'aider à sortir
ces œuvres-là. Je remercie, je passe par là pour remercier euh, Lara Édition qui m'aide déjà pour le compte Bamidé Edimon. Et j'ai plusieurs comptes à créer. Pour le podcast, je suis en train de continuer de suivre des formations. Il y a mademoiselle Gloria Kwaku qui m'aide parce qu'elle est allée suivre une formation à l'extérieur et est revenue. Donc, je suis en train de me perfectionner davantage. Et à la fin, je vais créer des contenus. Parce que je veux que le compte soit reconnu à l'international. Je veux qu'à travers moi, on parle du compte dans le monde entier. D'accord. Une petite question hors le thème d'aujourd'hui, quoi. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur la dépigmentation parce que nombreux de nos jeunes filles aujourd'hui pensent que se dépigmenter, c'est être à la mode. Qu'est-ce que vous avez apporté là? Vous avez gardé votre teint naturel jusque-là. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce propos? Pour la dépigmentation, moi, je vais juste leur conseiller de conserver leur teint. Vous voyez là, moi je suis de teint noir et je n'ai pas changé mon teint, je n'ai pas voulu être claire. Parce que d'abord, ça a des conséquences graves sur la santé. Moi, maintenant, je suis de teint noir. Depuis mon enfance, je suis noire, j'ai gardé mon teint. Il y a des produits qui vont te permettre de briller, même en maintenant ton teint. Tu n'as pas besoin de devenir clair pour être belle. Et d'ailleurs, même les hommes savent, parce que c'est à cause des hommes que la majorité des femmes font ça. Ils se disent, non, je ne suis pas claire, celui-ci va pas m'aider, je ne suis pas claire, on me trouve vilaine. Mais c'est faux, c'est archi faux. Les hommes savent très bien ce qu'ils font, ils le savent très bien. Alors, si vous dépigmentez, vous risquez votre santé pour rien. Pour moi, c'est très important de maintenir santé. Ça te permet de rayonner, ça te permet d'être en bonne santé. Parce que d'abord, si tu te dépigmentes, lorsque tu as une petite égratignure, ça se cicatrise pas rapidement. Donc, je vais le conseiller à mes jeunes sœurs de maintenir leur teint. Moi, je suis belle avec mon teint. Et c'est le teint africain, c'est le teint noir. On peut être aussi clair. Mais si tu n'es pas clair naturellement, maintiens ton teint. Tu peux utiliser des produits qui vont faire ressouplir ton teint, mais pas te dépigmenter. Ok, est-ce que Madame Marguerite serait-elle pour ou anti-polygamie? Cette question-là, bon, peut-être pas répondre. Bon, je peux répondre. Oui. Je peux dire, bon, non, c'est bon. Donc, il n'y a rien à dire à ce Arrête. niveau. D'accord. Je sais. Mais nous, on insiste quand même hein, à avoir un petit détail. Bon, je ne suis pas contre la polygamie. Il suffit juste que l'homme soit en mesure d'assumer ses responsabilités. D'abord, la polygamie, là, si les deux femmes sont d'accord, c'est bon. Et aussi, il faudrait que, moi, je trouve que quand tu mets les femmes ensemble, il y aura toujours des problèmes. Donc, si tu sais que tu veux faire la polygamie, essaie de trouver des maisons différentes pour ces deux femmes-là. Pour qu'elles ne se croisent pas tout le temps. Parce que si elles se croisent tout le temps, il y aura toujours. Moi, je dirais quand même que cette question de polygamie, c'est quelque chose qui doit concerner les riches, hein, ceux qui ont l'argent et tout le reste. Parce que prendre deux maisons pour deux femmes différentes, c'est. Si tu as les moyens de prendre, si tu as les moyens de prendre deux femmes, prends. Personne n'interdit ça. Mais il ne suffit pas de prendre des femmes, maintenant les mettre en souffrance. Ces femmes vont souffrir parce que d'abord, manger, ce serait difficile. Parce que si tu gagnes 1000 francs et tu as une femme, tu peux lui donner 500. Toi-même, tu peux garder 500. Et maintenant, si tu as deux femmes, si tu trouves 1000 francs, tu seras obligé de partager 300. Et toi, tu gagnes. Donc, c'est compliqué. Donc, si vous avez les moyens de prendre deux femmes, il n'y a pas de souci. Déjà, est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui n'a pas les moyens pour vous aider? Oui, moi, j'ai vécu voilà, dans une famille modeste. Donc, c'est souvent ceux qui ont vécu dans des familles riches qui ont cette mentalité-là. Moi, on m'a appris comment travailler, comment chercher de l'argent, comment
Et donc, si l'homme également, si l'homme là travaille, si c'est pas qu'il est paralysé, c'est qu'il me fait rire. C'est bon, je peux accepter. Petit à petit, on va grandir ensemble, on va construire quelque chose et devenir riche comme les autres. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et quel est le plat préféré de Madame Marguerite Moi, mon plat préféré, là, c'est à goût avec sauce d'arachide. Parce que je suis de là-bas, là, donc de Septentrion, c'est ma nourriture préférée. À goût avec sauce d'arachide. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Un petit mot gentil à l'endroit de la maison authentique. Je remercie beaucoup Authentique TV pour cette opportunité de m'exprimer. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette initiative qu'ils ont prise de révéler les jeunes talents. Parce que bon, je vous ai vu compte, ça m'a étonné. J'étais étonnée quand on m'a appelé, on dit Marguerite, on t'invite pour une émission. Je me dis non. Donc les gens se reconnaissent, donc les gens s'entendent parler de moi. Ça m'a vraiment surpris. Et je les remercie énormément. Et je demande aux autorités publiques de les soutenir, de porter avec eux cette initiative. Ok, voilà que vous n'êtes pas là avec des percussions. Est-ce que vous pouvez faire un petit truc à la bouche? Quand vous jouez, tu sais, par exemple, on dit, il y a plein de zéros. Au commentaire, on dit, ça, mais, D'accord, Madame Marguerite Coty, merci d'avoir partagé avec nous votre passion, votre parcours et votre engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel africain. À travers votre travail, vous nous rappelez que le conte n'appartient pas seulement au passé, et il est également un héritage vivant, capable de s'adapter à son époque et de continuer à transmettre des valeurs essentielles. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de Creative Africa sur Authentique TV. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes numériques, de partager cette émission, surtout de partager cette émission avec Madame Marguerite Coty, bien évidemment. Elle a partagé beaucoup de choses avec nous, beaucoup de choses. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Authentique TV. Adieu.